Ils sont les espoirs de leur sport, les futurs talents de demain. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau Génération Jeune. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, à seulement 19 ans, il est l'étoile montante de la fosse olympique, champion du monde junior en 2017 et vice-champion d'Europe en 2018. L'objectif des JO de Tokyo est clairement assumé. Clément Bourg sera avec nous en plateau. Directeur technique national de la Fédération française de tir, il a été tireur, entraîneur des équipes de France lors des Jeux olympiques d'Athènes et de Pékin. Gilles Muller, le patron du tir français, accompagne notre jeune prodigue. Aujourd'hui, nous terminerons cette émission avec notre traditionnel quiz. Nos invités connaissent-ils leur propre sport? Nous verrons ça à la fin de cette émission. Mais on commence tout de suite avec notre invité, notre star du jour. C'est vous, Clément, Génération Jeune, c'est pour vous qu'on fait cette émission. Vous êtes l'espoir de la fosse olympique. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais que ensemble, et vous allez un petit peu m'aider, c'est un sport assez confidentiel, j'aimerais que vous nous rappeliez, et à nos téléspectateurs, quelques éléments de règles. Alors la fosse olympique fait partie de la famille du ball trap, ça parle un petit peu plus à nos téléspectateurs. L'idée donc est de toucher une cible avec une arme à feu. Alors est-ce que c'est une arme à feu, est-ce que c'est des balles réelles ou des balles pas réelles, vous nous direz tout à l'heure. En phase de qualification, donc on a 5 séries de 25 plateaux, 125 plateaux. Les 6 meilleurs vont donc en phase finale, là ils ont 50 plateaux, et là ils ont une seule cartouche parce que dans la première ils ont 2 cartouches, et à la fin on a un vainqueur. Alors moi j'aimerais déjà savoir si mon explication elle est juste, ou si vous voulez rajouter quelque chose. Non, elle est très bien. D'accord. La fosse olympique, la fosse universelle, c'est quoi la différence, mis à part qu'il y en a il y a une discipline qui est aux Jeux olympiques et l'autre qui est... Il n'est pas olympique. Ouais. Alors la fosse universelle, on est pareil sur le même pas de tir où il y a 5 postes différents. On tire à 6, toujours pareil. Et par contre, on n'a que 5 machines, donc avec 5 angles différents. À la fosse olympique, on a 15 machines et on en a 3 machines par poste, avec 3 trajectoires différentes. C'est peut-être un peu difficile de visualiser, mais en fait, il y a une question d'angle dans votre sport. Question d'angle, il y a plus de machines, il y a plus de vitesse, les plateaux partent plus rapidement. À la fosse olympique, ça part plus rapidement. Il y a différentes orientations qu'il n'y a pas à la fosse universelle. Du coup, c'est quoi? C'est plus compliqué? Oui, plus compliqué. Il y a plus d'angles. Après, il y a plusieurs trajectoires, donc on est sur 15 trajectoires, tandis qu'à la fosse universelle, on n'en a que 5. Et vous pouvez pratiquer les deux finalement? Enfin, c'est quelque chose... Ah oui, on peut très bien, oui. Quand vous êtes, qui peut le plus, peut le moins, je suppose. Oui. Gilles, vous êtes directeur technique national donc à la Fédération française de tir. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du tir en général parce que le tir, il faut raisonner général. Le tir, c'est 15 disciplines aux Jeux olympiques quand même, avec 3 grandes familles, le plateau, la carabine, le pistolet. Vous allez m'en parler un petit peu. Tout à fait. Donc effectivement, la grande famille du tir, on va dire, donc, est représentée par 15 disciplines au jeu. Donc 5 disciplines carabine. Donc la carabine se tire à 10 mètres et à 50 mètres. Le pistolet, donc avec également 5 disciplines au jeu, avec cette fois-ci des disciplines qui vont se tirer à 10 mètres et à 25 mètres. Et donc les disciplines plateau, donc avec Clément qui est dans une des épreuves qui est la fosse olympique, et une autre épreuve qui s'appelle le ski olympique, qui est un petit peu différente, puisque là où Clément est sur des trajectoires aléatoires, les skieurs, eux, sont sur des trajectoires qui sont connues à l'avance. Donc d'où la difficulté, puisque là on sait pertinemment où le plateau va partir et où il va atterrir. Mais par contre, il faut répéter le geste de façon inlassablement, en essayant de casser systématiquement. Donc, Gilles, moi je m'étais noté quand même qu'il y avait le double trap qui faisait partie des épreuves olympiques. Alors le double trap, malheureusement, est sorti du programme olympique après Rio. Donc là, c'était un choix notamment de façon à harmoniser les disciplines avec une mixité, une parité exemplaire donc, sur nos disciplines, puisque dans les 15 qui sont prévus au programme des Jeux, on a donc 12 épreuves qui sont sexuées, donc 6 masculines, 6 féminines, et 3 épreuves mixtes. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Clément? Ça veut dire que, est-ce que vous qui pratiquez la fosse olympique, vous pouvez pratiquer le skip, vous pouvez pratiquer le double trap? Est-ce que vous pouvez pratiquer ces 3... est-ce que vous pourriez participer, par exemple, aux Jeux olympiques en tant que, on dit quoi, skitter? Skitter, oui. Non, parce que quand on a une discipline, on reste sur la même. Après, c'est différent, on n'a pas les fusils adaptés pour. Donc nous, on est à la fosse, on a des chocs qui ont un bout de canon c'est pour la dispersion des plombs. Donc nous, on est vraiment sur une gerbe qui est la gerbe de plomb qui va être serrée, donc qui est faite pour aller plus loin. Tandis qu'au ski, ça va être une gerbe ouverte qui est faite pour aller à des distances
Ça se sent, vous êtes un technicien, vous êtes un passionné. Gilles, on va revenir un petit peu plus généralement sur le tir. C'est quoi le nombre de licenciés aujourd'hui de la Fédération française de tir? J'aurai d'autres questions après. Déjà, on répond à celle-là. Alors, le nombre de licenciés aujourd'hui, c'est 225 000. Donc, 225 000 pratiquants avec une répartition. Il faut savoir que, quand je dis une répartition, il y a une palette de disciplines très, très importante au sein de la fédération. Donc, on a cité les 15 qui sont olympiques. Il ne faut pas oublier, nous en avons 13 aussi en paralympique. Donc, ils nous amènent aujourd'hui à 28. Et puis, comme on aime bien effectivement diversifier et s'amuser, à la fin, en fait, c'est plus de 80 épreuves différentes, puisqu'on est affilié au total à 7 fédérations internationales. Donc il y en a une, donc la grande fédération qui nous permet, la fédération olympique, la fédération internationale, qui nous amène sur les échéances les plus importantes, les plus intéressantes ou les plus brillantes. Mais donc il y a donc toute une autre palette qui nous va de l'arbalète en passant aux armes anciennes, à la silhouette métallique, au bench rest, tir sportif de vitesse. Enfin donc il y a vraiment de quoi s'amuser. Alors moi j'ai une question qui peut paraître un petit peu naïve, mais par exemple j'ai un petit neveu, il a 4 ans et demi. S'il veut faire du tir, si je veux l'inscrire au tir, je peux? Alors 4 ans et demi, un petit peu jeune, mais on rajoute 4 ans. On peut démarrer le tir à partir de 8 ans, on commence à faire de l'initiation, mais on démarre plus sûrement, on rentre dans notre programme des écoles de tir à partir de 9 ans. Encore une question naïve, vous tirez à balles réelles, vous tirez balle à blanc? C'est pas des balles, c'est des plombs. Vous calibre 12, calibre fusil de chasse. Et c'est plusieurs petits plombs, en moyenne, il y en a entre 350 et 370 par cartouche. Et c'est pas un peu dangereux? C'est peut-être pour ça qu'on commence vers 8-9 ans, non? Tout à fait. En fait, évidemment, on pourrait dire que sur l'utilisation d'une arme, par définition, il y a une dangerosité. Par contre, si je vous dis qu'on a un taux d'accidentologie qui est inférieur, qui est à 0,01%, donc là, ça veut donc dire d'une certaine façon, le système qui est mis en place pour entraîner, éduquer, nous amène à faire une pratique qui est complètement sécure. Parce que ça se fait sur des installations dédiées, qui sont homologuées, qui sont sécurisées, avec un encadrement derrière. Donc en fait, puis comme vous le soulignez, les jeunes, les petits à partir de 9 ans, je peux vous assurer que sur les pas de tir, ils ont l'œil fin et puis ils respectent les règles de sécurité et ils n'hésitent pas, quand ils commencent à atteindre 12-13 ans, à reprendre les plus anciens, les plus aguerris qui connaissent tout, mais qui parfois un petit peu oublié quelques règles de sécurité. Je dirais donc à mon neveu d'attendre 4 ou 5 ans pour l'emmener à son premier stand de tir. On l'a vu dans les épreuves olympiques, la carabine et le pistolet, en fait, ce sont surtout les distances qui vont faire la différence, qui vont faire les épreuves. Le plateau, comment ça se passe au niveau de la distance? Moi, j'ai vu en vidéo ce que vous faites, c'est quand même assez impressionnant, ça va très vite. Vous êtes à quelle distance entre le moment où le plateau part et le moment où en fait, vous le tirez? Ça, c'est en fonction du tir. On a une fosse qui est basée avec les machines qui est basée à 15 mètres. Et donc les plateaux partent dans les trajectoires et puis on les tire. Mais on ne connaît pas la distance exacte. En moyenne, je pense que le premier coup, on peut le mettre entre 30 et 35 mètres. Et le deuxième, maximum à 40-45 mètres. Moi, vraiment, j'étais très impressionné de voir les vidéos et on découvre à l'écran à quoi ressemble une compétition de fosse olympique. Mais j'étais très impressionné. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon tireur comme vous? C'est quoi les qualités premières pour être un bon tireur? Avoir un bon mental. Je dirais avoir un bon mental. C'est pas des bons yeux? Si après une bonne vue, ça aide beaucoup, des bons réflexes. Après, un fusil qui est adapté pour la personne. Et puis, oui, surtout le mental. Mais vous êtes entraîné où? Vous êtes un chasseur? Oui. Comment ça? Vous avez commencé par la chasse et après, vous êtes allé à la fosse olympique ou c'est l'inverse? Non, l'inverse. J'allais à la chasse depuis tout petit avec mon père. Et puis, un jour, avant l'ouverture, il a décidé de s'entraîner. Donc, j'ai voulu aller avec lui parce que je suis passionné de tout petit, chasse, armes. Et c'est là que la passion... Du coup, là, vous continuez à chasser? Je continue. Oui. Donc là, en fait, il n'y a plus un sanglier Si. vivant à Avignon, parce que vous êtes à côté d'Avignon. Vous êtes à côté d'Avignon. Moi, je vais revenir, Gilles, un peu sur la genèse du sport. On voit souvent dans les films le ball trap, c'est souvent des gens très riches, ils sont à leur balcon, ils balancent des plateaux. C'est ça, ce sport-là? Parce que c'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout l'image que ça renvoie quand on regarde une compétition. Okay.
Alors effectivement, en fait on touche tous les publics. C'est pour ça que entre les disciplines cibles et les disciplines plateau, on va avoir toute la palette. Donc étant donné qu'on va pouvoir utiliser alors notamment des coûts, enfin des armes avec des coûts relativement élevés, puisqu'au départ il y a un investissement, et c'est clair. Par contre, l'avantage c'est que la majorité des 1600 clubs qui occupent l'ensemble du territoire proposent déjà au sein de leurs installations soit de la location ou du prêt de matériel. Donc ce qui fait que la pratique est tout à fait accessible. Après, reste le consommable. Donc là, le consommable, c'est ce que vous avez décrit, c'est-à-dire c'est l'achat de munitions. Et donc il est évident qu'une pratique comme Clément, aujourd'hui, bien évidemment, elle est beaucoup plus onéreuse que la pratique de votre petit-neveu quand il va débuter, où là, ça va être pris en charge et une boîte de plomb. Il va passer son année avec le plomb, les boîtes de plomb vont être entre 10 et 15 euros, donc ce qui fait qu'une boîte de plomb, il y en a 500, ça va durer très très longtemps, donc là, il n'y a pas de souci. Vous considérez que c'est quand même un sport accessible, le tir? Complètement. Complètement, c'est complètement accessible, c'est-à-dire que d'une part, la licence fédérale n'est pas élevée, et puis ensuite, tant qu'on est dans une pratique, qu'elle soit de loisir ou tout simplement pour se défouler, elle reste tout à fait accessible. Là où ça commence à changer, c'est évidemment quand on rentre dans le domaine plus compétitif, où là on va investir dans le matériel, puisque là donc, Clément va dire évidemment il va avoir un fusil, mais il ne va pas en avoir qu'un seul, après on va essayer d'en avoir un deuxième, Après, on peut rentrer, alors là, je vais faire un paradoxe, mais on pourrait se rapprocher dans certaines disciplines de la Formule 1. C'est-à-dire que là, on va être sur des investissements beaucoup plus lourds, puisqu'on va faire de la recherche aussi technologique, de façon à pouvoir améliorer la précision, améliorer toute la technologie en amont. Et donc là, on est sur le très haut niveau qui amène beaucoup d'investissements. Mais la pratique, au départ, très très abordable. Alors Clément, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous êtes orienté plus vers la fosse olympique que vers le pistolet, que vers la Bonne question. carabine? C'est un stand à Cabane, donc dans le sud, qui avait de la fosse universelle. Donc j'ai commencé mes débuts sur une fosse universelle. D'accord. Donc en fait c'est la première expérience qui a déterminé le fait. Après, Vous auriez j'ai commencé au essayé. pistolet, vous seriez au pistolet aujourd'hui en fait? Non, peut-être pas. Non? Non, parce que la chasse est pratiquée avec le même calibre que le baltrap. Donc moi, j'aime bien quand il y a du recul. D'accord. Vous êtes en BTS à côté de Oui. vos activités sportives, donc vous avez cette vie que beaucoup de jeunes sportifs ont. Vous faites des études donc, de négociation commerciale, Oui. c'est ça. En parallèle, donc, vous êtes au CREPS, Centre de ressources d'expertise et de performance sportive, et c'est à Bordeaux. Moi, j'ai une question qui en appelle une autre. Est-ce que vous ambitionnez un jour de vivre de votre sport? Non. L'autre question, c'est est-ce que c'est possible en fait aujourd'hui, et je me tourne un peu vers vous deux, Gilles, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des exemples de tireurs aujourd'hui qui ne vivent que de ça? Qui ne vivent que de ça, non. Non, ça n'existe pas, puisqu'on peut pas être. On doit avoir un comportement, un athlète de haut niveau doit être professionnel et donc dédier une part de sa vie, une tranche de sa vie sur cette part sportive dans laquelle il va s'investir complètement. Ensuite, en vivre au quotidien, non. C'est pas, derrière, il n'y a pas suffisamment de. Il n'y a pas de Ligue Pro, il peut y avoir un taux de soutien quelquefois sur du sponsoring ou du partenariat, mais c'est très ponctuel, donc on ne peut pas en vivre de façon pérenne pendant toute alors sa carrière, oui, mais ensuite sur une bascule, c'est soit une bascule comme entraîneur, c'est ce que souvent certains peuvent... C'est ce que vous avez fait. Entre autres, voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Donc c'est d'être démarré, pur produit. Moi j'ai démarré à 10 ans, j'ai fait le même parcours, à savoir les centres d'entraînement, la filière de haut niveau, athlète de haut niveau, et puis ensuite entraîneur, et puis aujourd'hui DTN, mais ça reste... moi j'ai la chance évidemment tous les jours, depuis l'âge de 10 ans, de me lever et aujourd'hui de travailler dans ma passion, mais ça reste de façon très très ponctuelle. Est-ce que ce problème de vivre du tir, d'en faire son métier, est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est un problème international? Toutes les fédérations du monde connaissent ce problème. C'est pas, on peut dire que c'est aujourd'hui l'évolution internationale du tir français, l'évolution internationale du tir qui fait qu'effectivement on n'en vit pas. Par contre, il est évident que les retombées vont être différentes en fonction du pays dans lequel on se trouve. Le mal français, oui, il est évident qu'on peut dire aujourd'hui que dans la majorité des sports olympiques amateurs, il est relativement compliqué d'envisager, d'en vivre du début de sa pratique jusqu'à sa retraite. Il est évident que le double projet est une part hyper importante. Si on n'envisage pas vis-à-vis de nos athlètes leur reconversion, donc en y pensant très très tôt, il est illusoire, je dirais, de commencer.
Et de la même façon, on va même pousser le bouchon plus loin, c'est à savoir qu'on peut même quelquefois dissuader quelques professions. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait du double projet est absolument impossible à mener. Aujourd'hui, si on veut être médecin et en même temps athlète de très haut niveau, c'est compliqué. On sait évidemment que dès le début, ça va être relativement difficile de pouvoir mener de front une médaille au jeu et puis en même temps une accession avec un internat. Donc il faut choisir son métier. Il faut choisir, ou alors il faut faire une parenthèse, c'est-à-dire que c'est une tranche de vie. C'est ce que vous avez fait, Clément. Vous avez choisi BTS en négociation et relations commerciales pour que ce soit complémentaire avec votre activité sportive? Oui, un peu entre autres. Qu'est-ce que vous voulez faire après ce BTS? Ouvrir ma propre armurerie. Ah, vous voulez vendre des armes? Oui. D'accord, bah, c'est pas bête, hein. On va marquer une petite pause maintenant dans ce Génération Jeune. On en sait plus sur ce qu'est le monde du tir grâce à vous. En tout cas, on espère que vous en savez plus. Et puis on va se retrouver dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans Génération Jeune et on parle de tir aujourd'hui avec nos invités Clément Bourg et Gilles Muller, le DTN de la Fédération française de tir. Et on va maintenant découvrir quels sont les projets qui sont mis en place dans le cadre de l'accompagnement des jeunes athlètes. Et c'est l'heure de notre rubrique Jusqu'à la flamme. Clément, c'est l'heure de notre rubrique Jusqu'à la flamme. Vous avez bien compris, il va falloir y aller jusqu'à cette flamme. En 2020, peut-être à Tokyo. En 2024, c'est sûr, je le sens, ce sera à Paris pour vous. Vous avez beaucoup de titres en junior. Vous êtes champion du monde en 2017, vice-champion du monde en 2018, c'est ça? Non, champion d'Europe. Ah, vice-champion d'Europe, pardon. Champion d'Europe par équipe aussi en 2018. L'objectif qu'on comprenne bien maintenant, vous, c'est vraiment de faire ce passage du junior au senior. Ça arrive souvent, c'est la problématique de beaucoup de nos jeunes dans Génération Jeune. Est-ce que Tokyo est un objectif envisageable pour vous? C'est un objectif, non. Je ne me mets pas d'objectif, parce que si on n'y arrive pas, ben, on sera déçu. Donc, non, c'est à prendre, c'est bonus. Ah, c'est un bonus pour vous, bonus, Tokyo. oui. Vous vous dites pas, quoi qu'il arrive, je vais aller à Tokyo, et enfin, je vais tout faire pour me qualifier, aller à Tokyo, et peut-être ramener une jolie médaille à Gilles qui mettra dans son bureau? Non, c'est, on va dire au feeling. Si on y est et qu'on on a, ben, c'est que du bonus. Parce que si on se donne un objectif et qu'on n'y arrive pas, on sera déçu. Donc là, on ne peut pas être déçu si on n'a pas de... Alors Clément Bourg, là on est quasiment à un an de Tokyo. Quelles sont les échéances? Comment est-ce qu'on fait pour se qualifier pour les Jeux Olympiques qui auront lieu au Japon? Alors c'est des quotas qui distribuent en Coupe du Monde ou Championnat d'Europe ou Championnat du Monde. Donc dans l'année sportive, il y a 4 Coupes du Monde, donc dans plusieurs pays différents, un Championnat du Monde et un Championnat d'Europe. Et par championnat ou coupe, ils donnent 1 voire 2 quotas olympiques. D'accord. Donc là, les prochaines dates, c'est? C'est bientôt. D'accord. Et il y a le Championnat du Monde, mais il n'y aura pas de quota olympique. Ouais. Et ensuite, c'est la Coupe du Monde à Lahti en Finlande, mi-août. Et là, oui, il y aura une épreuve de Coupe du Monde en Finlande. Oui. Vous avez déjà fait une épreuve de Coupe du Monde en Corée. Et là, vous avez terminé 8e, si je ne me trompe pas. D'accord. Bah, écoutez, on va vous souhaiter bonne chance pour ces échéances-là. Vous avez bon espoir qu'on ait beaucoup de qualifiés pour les JO de Tokyo? Évidemment, là par contre c'est l'objectif de la fédération et puis du DTN. On s'est fixé un certain nombre de quotas. Aujourd'hui, on est à 5 quotas déjà gagnés olympiques, donc dans les disciplines valides, et 2 quotas en discipline paralympique. Donc au total de 7 pour l'instant. Sachant qu'on pensait être autour d'une dizaine quand on aura clôturé la fin de la campagne. Juste pour les valides ou pour l'ensemble? Tout compris. Enfin, au niveau des valides, on devra approcher entre 8 et 10, a priori, hein, on va dire ça pour l'instant. Et puis au niveau des paras, on devrait être entre 2 et 5. D'accord. Gilles, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de ce site de Châteauroux qui est assez neuf, hein, c'est le CNTS. C'est quoi l'ambition de ce site aujourd'hui? Le Centre national de tir sportif, qui est donc de Châteauroux-des-Halles, c'est une réalisation avec suite à une décision de la mandature qui est quasiment après les Jeux de Londres, donc un grand projet.
80 hectares dédiés au tir, et puis avec l'ambition de pouvoir accueillir l'ensemble des championnats continentaux des 7 fédérations internationales auxquelles nous sommes affiliés. Donc, ce qui fait que les stands qui sont réalisés sur place, donc comme je disais sur un ancrage quand même au sol assez important, nous permet aujourd'hui d'accueillir ou d'être en capacité d'accueillir toutes les organisations internationales donc d'un niveau de championnat du monde. Ce qui fait que c'est assez exceptionnel. Ce site de Châteauroux, est-ce qu'il permet de se mettre au niveau des autres ou est-ce qu'il permet à la France de devenir un peu pionnière et d'être en avance sur les autres dans l'univers du tir ? Aujourd'hui, ce site est en avance. Il est en avance tout simplement parce qu'il répond, comme j'ai cité, à la totalité en fait, des fédérations internationales. Aujourd'hui, lorsque l'on voyage un petit peu sur les différents pays, on va avoir des spécialisations en fonction d'une fédération internationale. Très souvent la Fédération internationale olympique, donc ce qu'on appelle donc l'ISSF, là où on va retrouver quelques installations qui vont être concurrentielles, que ce soit donc aujourd'hui sur Munich, on peut en retrouver là qui est, on va dire un peu la mecque du tir, qui date toujours des Jeux de 72. Donc qui a été les Allemands, ils sont forts au tir ? Très fort, avec plus d'1 million de licenciés, 1 500 000 licenciés. Ah oui, donc ça fait c'est quand une même énorme, 7 fois plus que nous. Tout à fait. Il y a d'autres pays comme ça qui sont vraiment où c'est pas comparable avec la France ? Aujourd'hui, là au niveau concurrentiel, si on est sur concurrentiel sportif, les concurrents que rencontre Clément au quotidien et qui va rencontrer de plus en plus, ce sont les Chinois. Les Chinois qui est un rouleau compresseur, puisque le tir est la discipline sur laquelle ils ont misé depuis 1984. Parce que 15 épreuves au jeu, donc les 45 possibilités de médailles ne leur ont pas échappé. Au niveau géopolitique, c'était plutôt très intéressant. Et à l'heure actuelle, on a l'Inde qui fait exactement la même chose. Donc l'Inde est rentrée dans le concert de façon très très forte. Donc est aujourd'hui la nation qui est émergente et qui commence à tout rafler. Et sinon, traditionnellement, on garde effectivement les Russes, l'Allemagne, l'Italie, qui est une grosse discipline, nation de tir au plateau, entre autres, puis les Américains. Clément, moi j'aimerais que vous me parliez un petit peu de votre titre de champion du monde junior. Comment vous l'avez ressenti ce titre-là ? Au départ, on ne réalise pas. C'est après, quand on appelle la famille, c'est là, ça vient, les émotions, tout ça. Mais sinon, pareil, sans objectif à cette compétition. C'était pas un objectif, vous n'êtes pas arrivé au championnat du monde en vous disant vous êtes le seul athlète qui me dit ça, c'est quand même incroyable. Vous ne mettez pas d'objectif, mais vous arrivez à être champion du monde. En même temps, si ça marche... Non, c'est que du bonus. Il faut le prendre comme ça vient. En tout cas, merci messieurs pour vos réponses. On en sait davantage sur cet univers du tir. On va passer à la partie la plus importante de cette émission, savoir si vous connaissez votre propre sport. Il s'agit du quiz. Messieurs, c'est l'heure du quiz, la culture générale. Je sens que Clément va être très fort, il est en études, il apprend, il aime apprendre, il aime découvrir. Quelle est, Clément, l'autre appellation du ball-trap ? Est-ce le tir au pigeon d'argile ? Est-ce le tir au canard en céramique ? Ou est-ce le tir aux éperviers d'argile ? Le tir au plateau d'argile. Au pigeon ? Au pigeon d'argile. D'accord. Donc, vous connaissez un peu l'histoire ? C'était quoi ? Il y avait les pigeons, c'était les pigeons qui étaient en argile. Vivants, ouais. Non, c'était des pigeons vivants. Oui, d'accord. On lançait, qu'on tirait dessus et c'est pas très. Pour la petite histoire, on a quand même appris tous les trois que le mot sniper vient du mot bécasse, puisque snipe veut dire bécasse, c'est comme quoi, voilà, ça rejoint un petit peu le ball-trap, le tir au pigeon d'argile, hein, ça vient des pigeons. Deuxième question de ce quiz, à combien de mètres est située la fosse olympique des 5 postes de tir ? Gilles, est-ce que vous connaissez la réponse ? A, 20 mètres, 2, 15 mètres, C, 10 mètres. C'est 15 mètres. Vous connaissez la réponse aussi ? Aussi. C'est 15 mètres, effectivement. Depuis quand le tir sportif est une discipline aux Jeux Olympiques ? Était-ce en 1896, c'était les premiers Jeux Olympiques ? Était-ce en 1984 ou était-ce en 2000 ? Moi, je sais pas. Ah, vous savez pas ? Non, du tout. Est-ce que c'est un sport est-ce que ça fait longtemps, à votre avis, qu'on tire Je pense, oui. Voilà. Oui. Donc la réponse, ça fait assez longtemps. La réponse la plus logique serait la plus ancienne. Voilà, exactement. Donc les premiers JO d'Athènes en 1896, Gilles, vous le saviez bien entendu. En revanche,
il n'y avait pas d'épreuve de fosse olympique. Quatrième et dernière question de notre quiz. Combien la France possède-t-elle de médailles d'or olympiques au tir ? Et là, je vais me tourner vers le directeur technique national. Combien la France possède-t-elle de médailles d'or olympiques au tir dans son histoire ? Est-ce 3, 5 ou une seule ? Alors, 3, 5 ou une seule, c'est 3. Donc on a Philippe Héberlé en 84, il y a Jean-Pierre Amat en 96. Et par contre, alors là, on est sur les jeux vraiment modernes. Ensuite, si on va beaucoup plus loin, là, on en avait un peu plus, puisque... Beaucoup plus loin, c'est-à-dire vers 1896 quand on part de 1896, là, on a été très très bon. Entre 1896 et 1900, et donc là, on peut monter entre 6... Ah bon ? Plus. Oui, tout à fait. En tout cas, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Clément, moi, je vous souhaite vraiment de continuer à ne pas avoir d'objectif, en fait, puisque ça fonctionne, puisque vous êtes champion du monde, puisque je suis sûr, je le sens, vous avez cette quiétude, vous allez devenir champion olympique un jour de votre discipline. Gilles, merci. On espère que cette fédération, eh bien, elle va grossir et que j'emmènerai mon petit-neveu faire du tir quand il aura donc entre 8 et 9 ans. On ne peut pas y aller avant. Avec plaisir. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Génération Jeune. Surtout, restez bien sur Sport en France. Salut à tous.